Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Bonjour, monsieur l'ambassadeur Sinen. Bonjour, monsieur l'ambassadeur Ndagijimana. Eh bien, cette émission, c'est la suite de celle qu'on a eue déjà la semaine dernière. Donc, nous sommes dans la deuxième partie de notre entretien. Nous nous concentrons aujourd'hui sur le livre que vous avez édité, que vous avez publié récemment, enfin, il y a 3 ans, je pense, en néerlandais. Oui, 5 ans, mais il est toujours d'actualité parce que c'est un livre qui retrace votre témoignage sur les 4 ans que vous avez vécu au Rwanda. Vous êtes arrivé, en effet, je le rappelle, un peu avant l'évasion du Rwanda en octobre 90. Et vous êtes parti, vous avez quitté après l'assassinat du président Habyarimana en avril 1994. Monsieur l'ambassadeur, si vous pouvez montrer votre livre. Oui. Alors, donc le titre, c'est Rwanda, Men Verhaal, écrit par… Bravo, vous prononcez très bien. J'essaie de me rattraper. Vous savez, je suis un ancien Belge, donc… Ah oui. Ah oui, je suis né belgo-rwandais. Oui. Donc, ça ne doit pas nous étonner. Je vais vous laisser la parole pour parler de votre livre, et puis on en parlera plus en détail. Merci. Oui, effectivement. Pourquoi ce livre de mémoire? C'est en effet un témoignage. Rwanda Mijn Verhaal. Jusqu'à présent, il n'y a que la version néerlandaise qui existe. J'espère que d'ici peu, il y aura une traduction française, peut-être même anglaise. Et ça veut dire Rwanda, mon histoire, mon récit, mon témoignage. Ce n'est pas un livre scientifique qui veut embrasser toute l'histoire. Non, c'est uniquement l'histoire vue par ma propre expérience. Comment j'ai vécu cette expérience de 90 à 94, personnellement, avec des convictions, avec des ambitions, avec des doutes, avec des hésitations, avec des erreurs, enfin, comme un être humain, comme diplomate, qui est aussi un être humain avec ses qualités, mais aussi avec ses faiblesses. D'ailleurs, il y a aussi de temps à autre une anecdote qui doit bien illustrer justement qu'on est dans un processus où il faut tâtonner, il faut essayer, on ne peut pas être tout à fait sûr que nous sommes sur le droit chemin, disons. Mais donc, c'est d'abord la première raison ou le premier motif d'écriture de ce livre était d'ordre personnel. Comment aligner toutes ces impressions, ces actions, ces initiatives d'une façon cohérente, pour avoir quand même, parce que j'étais appelé à donner des conférences, à donner des interviews. Comme vous dites, l'histoire reste d'actualité, et nous restons confrontés à cette histoire. Et c'est la deuxième raison que je voudrais évoquer, c'est à cause d'une certaine frustration. Nous constatons trop souvent que cette histoire de 90-94, je ne parle pas du génocide, je me limite aux années de présence sur le terrain, 90 jusque début avril 94. Donc le prélude, la période pré-génocidaire. Mais cette période également est souvent mal comptée.
avec beaucoup de du politiquement correct. Je dirais, tiens, qu'est-ce qu'il y a de politiquement correct? Il est assez politiquement correct hein, de résumer cette histoire comme une histoire qui opposait des bons et des mauvais. Hein. Et les bons ne se trouvaient que d'un seul côté et les mauvais ne se trouvaient que de l'autre côté. Parmi les bons, il y avait des moins bons, ou même des mauvais. Parmi les mauvais, il y avait aussi des moins mauvais, ou même des bons. Donc, une nécessité de nuance, de moins de simplisme, de moins de propagande, de moins d'histoire fabriquée, avec plus de nuances. Et cette motivation m'a beaucoup aidé pour résister justement, ou pour compléter. Parce que souvent, très souvent, on est en présence d'histoires qui paraissent tout à fait légitimes, mais qui sont tronquées, qui ne racontent pas tout. Nous pouvons rappeler à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, que vous n'étiez pas au Rwanda pendant ces 4 années comme un expatrié ordinaire belge. Hein. Vous étiez l'ambassadeur de Belgique au Rwanda, le Rwanda qui a été sous tutelle de l'ancienne puissance belge, justement, jusqu'à son indépendance en 1962. Donc, vous n'étiez pas un ambassadeur tout à fait ordinaire. C'est bien cela, monsieur l'ambassadeur Spinen. Oui, effectivement. Et on était en quelque sorte au premier rang d'un spectacle où on voulait jouer un rôle et où on avait un rôle à jouer. Et où on attendait de la part de la Belgique, y compris de son ambassadeur, un rôle d'engagement pour la paix, pour la réconciliation. Et je trouvais cette histoire et cet engagement fascinant. C'était une histoire fascinante. Mais au bout de ce livre de 600 pages et de beaucoup de détails, j'arrive tout de même dans cet exercice d'humilité. Parce que il faut aussi, pour écrire ce livre, il faut une certaine humilité et la recherche de l'objectivité. Et avec des éléments où on n'est pas très glorieux, où on n'est pas très performant, où on a ces doutes, ces hésitations, et on arrive justement à de nombreuses questions, mais je pense que plus tard dans la conversation, on arrivera à ce point. Et donc, une histoire vraie, honnête, avec des convictions, mais aussi avec des questions. Et c'est pourquoi je trouve que je voudrais ajouter un troisième élément qui m'a motivé à écrire ce livre, c'est aussi une intention didactique. Je dirais didactique, qu'est-ce qu'il y a de didactique ou de pédagogique dans cet exercice? Eh bien, je voulais communiquer cette expérience à d'autres diplomates ou même des hommes et des femmes politiques pour bien expliquer comment un diplomate se comporte, j'allais dire doit se comporter, non, je n'ai pas ce type de message, mais comment un diplomate se comporte dans une situation de crise. Et si vous permettez, je donnerai juste un exemple. En novembre 90, donc quelques semaines après la première attaque du FPR, j'étais invité par le secrétaire général des Affaires étrangères à l'accompagner avec quelques autres diplomates sur le front, dans le nord du pays, près de Gatuna. Voilà, Gatuna et Kaniga. Et le but de cette promenade sur le front était justement d'arracher à l'ambassadeur de Belgique un témoignage clair que nous étions en présence d'une agression extérieure. Alors, au bout de cette promenade, de cette visite,
je donne effectivement une interview et c'était truffé de prudence, hein, et de nuances que pas le spectateur, mais l'auditeur, hein, n'allait pas y comprendre grand-chose. Hein. Et donc, ce n'était pas une interview qui faisait plaisir au secrétaire général. Bon, je ne devais pas l'accompagner pour lui faire plaisir, c'est surtout pour servir la vérité. Et dans le bus qui nous ramenait à Kigali, je me suis dit, c'est pas très malin ce genre d'interview, c'est la caricature de la diplomatie, l'hyperprudence. Et en arrivant à Kigali, j'ai dit au secrétaire général et aux journalistes de Radio Rwanda, la radio officielle, je veux bien recommencer l'interview. Et dans l'interview, j'ai dit, et je l'ai repris dans mon livre, Je vous en prie. je vais vous citer justement, et ça c'était un message plus clair et quand même très crédible. Et j'ai dit à la radio, c'était diffusé intégralement le soir même, nous avons pu constater ici à Gatuna et à Kaniga les efforts déployés par les autorités militaires pour assurer la protection et la sécurité des frontières nationales et de la population rwandaise, victime d'attaques venues de l'extérieur. Cette visite, effectuée sur invitation du ministre des Affaires étrangères en présence de son secrétaire général, nous a permis de recueillir sur le terrain de nombreux renseignements concrets quant aux attaques perpétrées et aux mesures prises pour maintenir la vigilance. Donc, c'est un exemple, c'est une anecdote où le diplomate est quand même confronté à des hésitations et où il s'autorise, il se permet de corriger son comportement. Et dans une situation de crise, ce sont des événements qui reviennent souvent. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que dans ce questionnement, aujourd'hui encore, est-ce que vous avez des questions restées sans réponse? Par exemple, la déstabilisation qui a été progressive, hein, jusqu'au génocide, hein, jusqu'à la guerre qui a repris dans le pays. Est-ce que vous avez pu essayer de comprendre quels étaient les ingrédients de cette déstabilisation et avez-vous jamais, au cours de cette période, redouté le risque d'un génocide au Rwanda? D'abord, ça c'est une question capitale, cruciale. Est-ce que nous avons pu arriver à cette tragédie? Et on s'adresse aux ingrédients de cette déstabilisation. Effectivement, je parlais dans mes rapports, dans mes fax, dans mes téléx, hein, le mail n'existait pas encore, des risques d'une déstabilisation tragique. C'est un terme que j'ai repris assez régulièrement. Risque de déstabilisation tragique. J'ai utilisé le risque d'un génocide peut-être une ou deux fois. Le ministre Klaas et son chef de cabinet, dans un message aux ambassades de Belgique, pas seulement à celle de Kigali, mais à d'autres ambassades et missions diplomatiques également, a parlé de risque de génocide. Mais surtout, peur d'une déstabilisation tragique qui pourrait se traduire par la reprise des hostilités, une guerre civile, une guerre tout court, ou un soulèvement populaire, ou une multiplication de massacres. Ça surtout. Et on savait qu'il y avait des listes qui s'établissaient. On établissait des listes de victimes, de personnes qui devaient être tuées. Et on me rétorque, donc, il était clair qu'il y avait un plan déterminé pour exterminer le peuple Tutsi. Et je dis,
le fait qu'il y avait des listes ne prouve pas encore qu'il y avait une intention de génocide avant le 6 avril. Parce qu'on pouvait également dresser des listes pour multiplier les massacres. Nous avions surtout peur de multiplication de massacres sans que nous devions nécessairement parler de génocide. C'est avéré par la suite, parce que je dois quand même faire attention, je ne suis pas un négationniste, que du contraire, il faut tout faire pour éviter la banalisation du génocide qui a eu lieu réellement. Mais nous devons avoir aussi l'humilité et l'honnêteté d'explorer tous les éléments qui font partie de cette histoire. Donc, déstabilisation tragique. Et quels étaient les ingrédients? Je vais peut-être vous surprendre, monsieur l'ambassadeur. Un des premiers éléments, c'était peut-être les accords d'Arusha eux-mêmes. Les accords d'Arusha que nous avions tellement préconisés, les concessions pour lesquelles nous avions tellement fait pression sur le président Abiyarimana, des concessions très importantes. Mais les concessions étaient importantes, effectivement. Je donne qu'un exemple. Le partage du pouvoir, pas seulement politique, donc composition du futur gouvernement, composition de la future assemblée, mais aussi le partage du pouvoir militaire. Donc les deux armées devaient être fusionnées et ça a fait l'objet de très longues tractations, de très longues négociations pour aboutir au compromis suivant. Au niveau des troupes, un partage 60-40. 60 pour les phares, l'armée d'Abiyarimana, disons, l'armée gouvernementale, et 40% pour l'armée du FPR. Mais au niveau du commandement, 50-50. Alors ça, c'était une chose qu'il fallait bien expliquer à la population et aux autres acteurs politiques, parce que c'était une concession extrêmement importante, et parce qu'on n'avait pas le choix. Il n'y avait pas d'alternative. Il fallait fusionner jusqu'à ce point-là les deux armées. Alors, cette concession, qui n'a peut-être pas été suffisamment expliquée dans le discours convaincant et rassurant du côté des autorités, était en même temps une incitation à la peur. Peur d'une nouvelle domination, d'une importance trop grande qu'on accordait à l'aspect militaire, en accordant au niveau du commandement 50% des places à une armée qui s'était rendue coupable d'une agression 3 ans auparavant. Donc les accords d'Arusha elles-mêmes provoquaient des insatisfactions, des frustrations et même des oppositions. Et deuxième élément, je dirais, c'était les agressions. Je me souviens qu'en début 93, on paraphait à Arusha un protocole d'accord, parce que les accords d'Arusha étaient composés de plusieurs protocoles d'accords, de plusieurs chapitres. Et au moment où on paraphait un protocole d'accord important à Arusha, le FPR occupait et entourait la ville de Byumba. Je me souviens d'avoir été interpellé par la radio et j'ai exprimé mon indignation. Je dis, mais comment se fait-il que le FPR donne ce
type de signal, hein, d'hostilité, un moment où on signe un protocole d'accord entre les belligérants à Arusha. Donc, et des agressions, troisième élément ou ingrédient, comme on a dit dans l'émission précédente, un Rwandais, suite à ces agressions, ces raids répétitifs, un Rwandais sur 7 était déplacé, avait dû fuir, avait dû quitter sa maison, les champs, et ça créait quand même beaucoup d'animosité et une certaine haine. Et puis là-dessus, et troisième élément ou quatrième élément, il ne faut pas oublier les éléments la situation au Burundi. En octobre 1993, c'était après la conclusion des accords d'Arusha, et les troupes de l'ONU étaient déjà en train d'arriver au Rwanda. Hein, quand le 21 octobre 1993, Melchior Ndadaye, le président du Burundi, démocratiquement élu quelques mois auparavant, donc symbole ou même incarnation d'un processus de transition démocratique qui avait réussi, parce que les réformes au Burundi s'étaient accélérées et ils avaient pris une certaine avance sur le Rwanda avec l'élection démocratique d'un président Hutu. Alors, cette paix et cette démocratie et cet accord et ce résultat démocratique n'a pas pu durer plus que 4-5 mois. Parce que le 21 octobre 1993, donc de la même année, le président élu est assassiné. Et il est assassiné pas par des Hutus mécontents, parce que des Tutsis. un Hutu pouvait être mécontent parce qu'il avait accusé une certaine lenteur dans les réformes, dans le remplacement. Il est assassiné par des militaires. Et c'est avéré tout de suite, on a su tout de suite que c'était un coup d'État, donc, et qu'il avait été assassiné par des militaires Tutsis. Alors, le jour même du 21 octobre, j'étais avec le président Habyarimana en tête-à-tête, et plus tard dans la journée avec quelques autres diplomates, et je n'ai jamais vu le président Habyarimana aussi outré, indigné et inquiet. Il dit, mais comment voulez-vous que je parvienne encore à vendre mon produit de dialogue et de réconciliation et d'efforts de partage du pouvoir, le produit d'Arusha, à vendre ça, à expliquer ça à mon opinion publique qui n'a plus confiance dans un processus de démocratisation et de modernisation de notre société. Ils n'accepteront plus les concessions que j'ai faites à Arusha. Et j'ai répondu au président, dit, mais il faut mieux expliquer votre accord, votre compromis. Nous n'entendons pas à la radio, dans les médias officiels, un discours rassurant, qui rassure la population et qui explique bien que ce compromis était absolument nécessaire et qu'il n'y a pas d'alternative pour préparer le Rwanda nouveau. Et j'ai dit comptez sur nous pour expliquer également au FPR que eux aussi parlent davantage du processus qui doit encore se dérouler jusqu'aux élections prévues par les accords d'Arusha, les élections démocratiques. Mais ça, je vous ai raconté dans l'émission précédente que pour le FPR, ce n'était pas une évidence de se faire les champions de la démocratie électorale où une démocratie se compte uniquement par le comptage
des voix. Tout à fait. Une démocratie basée sur les chiffres démographiques. Et nous devions avoir également un certain respect, essayer de comprendre ces hésitations du côté d'une ethnie minoritaire, mais qui, par contre, appelle maintenant à l'effacement de l'identité ethnique. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, il y a 3 autres éléments. Alors, il y avait d'autres ingrédients, bien sûr. Je vais en citer 3, monsieur l'ambassadeur, pour les aborder toutes en une seule fois. Je pense notamment aux assassinats de personnalités politiques, aux attentats qu'il y avait dans le pays, dans les marchés, à Kigali ou ailleurs, des postes de mines sur les routes du Rwanda, et puis surtout aussi le départ de nombreux jeunes Tutsis qui quittaient leur colline, leur commune, leur préfecture pour rejoindre le FPR. On n'en parle pas souvent, mais en fait, ça peut créer aussi de la méfiance entre voisins. Qu'en pensez-vous, monsieur l'ambassadeur? Est-ce qu'en ce moment-là, vous le voyez? Est-ce que vous voilà. pensez ainsi? Vous complétez bien lorsqu'on parle d'ingrédients. Il y avait des exactions, il y avait des massacres, des revanches suite aux agressions dont je parle, et dont je parle beaucoup. Il y avait également des revanches, des représailles, des massacres, où surtout des citoyens Tutsis périssaient. Beaucoup de massacres, mais également des assassinats politiques. Katabazi, Capsissi, Pucciana, l'italienne Locatelli, dans Bugesera, et d'autres, même l'assassinat déjà 2 ans avant, octobre 90, du général Mayuya, déjà à l'époque. Donc, et nous n'avons peut-être pas suffisamment insisté sur les enquêtes. Nous avons bien sûr souligné l'importance et la nécessité d'enquête de ces assassinats politiques. Mais ces assassinats n'ont jamais été élucidés jusqu'à présent, presque 30 ans plus tard. Et puis, parce que je ne veux pas mettre toutes les responsabilités dans un camp, les responsabilités étaient partagées. Par exemple, violation des droits de l'homme, des journalistes qui étaient arrêtés. J'ai été souvent près du ministre de la Justice, près du ministre des Affaires étrangères, près du président de la République pour parler de violation au droit et à la liberté d'expression. La liberté d'expression se trouvait très contrôlée et même bafouée. Donc, il ne faut pas oublier, il faut faire un équilibre et il faut tout dire, pas seulement parler des agressions, mais aussi des représailles et des réactions de peur du côté et antagonisante et polarisante du côté de Kigali et du gouvernement. Et puis, un élément très important encore, c'est les radios de la haine. Je dis les radios. RTLM était vraiment un instrument de déstabilisation. Et nous avons fait de très nombreuses démarches, mais arrêtez cette radio. Cette radio pousse les gens vers l'extrémisme et vers la violence. Mais nous avions nous avons exprimé les mêmes inquiétudes à Mulindi, devant Kanyarengwe et Kagame, parce que le FPR avait aussi une radio qui n'était pas conforme aux accords d'Arusha, la radio Muhabura, qui prêchait également la division et la haine. Donc, beaucoup d'ingrédients,
il y avait des distributions d'armes. Déjà, fin 93, 5 mois avant le début du génocide, nous étions alertés par le fait que même des bourgmestres MRND distribuaient des armes parmi la population. Il y avait les milices, pas seulement du MRND, le Interamwe, mais aussi les milices du MDR, qui créaient quand même un climat de tension, de polarisation, d'antagonisme et de méfiance vis-à-vis des accords d'Arusha, vis-à-vis de la paix, vis-à-vis du partage du pouvoir. Donc, nous étions bien conscients des risques de déstabilisation qui, par moments, nous appelions également possibilité de génocide. Nous pensions surtout à une multiplication et une généralisation des massacres qui poussaient le pays vers la ruine, vers la guerre civile, aux reprises des hostilités. J'ai parlé du départ massif de jeunes rwandais de l'ethnie Tutsi vers le FPR. Cela va avec aussi une question existentielle. Au Rwanda, les gens disaient, mais c'était nos voisins. On a été attaqué par le FPR et l'Ouganda, et nos voisins sont partis aider les envahisseurs. Ne pensez-vous pas que cela puisse créer justement ce sentiment de la recherche d'une certaine cinquième colonne? Ça peut aussi, non pas justifier, mais expliquer pourquoi les services de renseignement faisaient des listes pour savoir qui éventuellement pouvait être de connivence avec le FPR. Parce que les listes, ça peut être effectivement, comme vous l'avez dit, pour provoquer des massacres, pour organiser des massacres, mais ça peut être aussi fait défensivement et préventivement, comme cela se faisait aussi dans les pays européens qui étaient attaqués par l'Allemagne. Naturellement, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais lorsqu'on est en guerre, on doit se protéger. Lorsqu'on est un gouvernement, les voisins Hutus étaient très méfiants et parfois même furieux à l'égard de leurs voisins qui avaient envoyé leurs enfants au front, combattre avec le FPR contre l'armée nationale. Est-ce que ce n'est pas un ingrédient aussi? Est-ce que ça ne fait pas partie des ingrédients qui ont pu expliquer psychologiquement la tension et la... Et je suis d'accord, monsieur l'ambassadeur, c'est un élément dont on ne parle peut-être pas assez. Tout ce que cela provoquait comme haine et comme motif pour régler ses comptes ou des comptes avec le voisin. Ça pouvait avoir lien avec des choses qui n'avaient rien à voir avec des problèmes ethniques ou des sympathies pour la FPR. Il y avait même des règlements, il y avait même des gens qui disaient c'est le moment pour régler mes comptes avec mon voisin parce qu'il a pris une partie de ma parcelle, par exemple, ou ou même ma femme qui m'a trompé, n'est-ce pas? Même au sein de famille, il y avait certainement des règlements de compte, mais il y avait certainement également, et nous l'avons peut-être pas souligné suffisamment, règlements de compte avec des voisins qui avaient envoyé leurs enfants ou un enfant, un fils, chez l'ennemi, et qui avait fait preuve d'incivisme flagrant, qui allait trahir le pays agressé en rejoignant les rangs de l'agresseur et qui allait diviser le pays. Et ça faisait partie de cet ensemble de motifs qui créaient la méfiance et même l'hostilité à la paix, au compromis, parce que ce compromis allait donner lieu au retour de la domination de la minorité ethnique.
Hein. Et Excusez-moi la CDR, par exemple, a à été ce créée pour niveau. cette raison. Vous savez, nous-mêmes, Rwandais, il y a des choses qu'on ne savait pas à l'époque, mais qu'on apprend petit à petit. Euh, une fois, c'est Tito Rutaremara qui parle, qui raconte sa propre histoire, qui raconte l'histoire du FPR et qui nous dit que le FPR avait infiltré le Rwanda dans toutes les communes du pays, qu'ils avaient des cellules dormantes armées, des personnes armées dans toutes les communes, dans les secteurs, dans les cellules du pays, dans les services de l'État. Nous lisons le livre de Valens Kajegwa, que vous connaissez, qui était un grand homme d'affaires rwandais. Vous ne l'avez peut-être pas bien connu parce qu'au moment où vous êtes arrivé à Kigali, il venait de partir peut-être rejoindre le FPR. Eh bien, il raconte comment lui, le plus grand homme d'affaires Tutsi du pays, avait organisé un réseau de prêtres, d'enseignants partout dans le pays, de jeunes Tutsis, et comment il distribuait les armes dans ce réseau. Est-ce que la communauté diplomatique à Kigali était consciente que le FPR faisait la même chose, en fait, que le gouvernement, quand vous parlez de distribution des armes, est-ce que vous étiez conscient? Est-ce que vous saviez par vos renseignements que le FPR avait aussi distribué des armes dans le pays et qu'il y avait des cellules armées qu'on a ensuite appelées les cadres, ce qui a peut-être aussi mis le feu à la poudre. Est-ce que vous étiez informé de cela, monsieur l'ambassadeur? Les infiltrations du FPR, vous dites à tous les échelons, hein, ou à tout, oui, peut-être même pas seulement dans tous les villages, mais aussi dans beaucoup d'échelons, par exemple, les interarmées. Le chef des interarmées, hein, nous l'avons appris par la suite, était un Tutsi. Hein. Mais un Tutsi n'est pas forcément sympathisant du FPR. Je peux revenir là-dessus. Mais je pense que même ici, il s'agissait d'un Tutsi FPR. Hein. Donc, mais il y avait, non, nous ne savions pas, hein, et nous ne le savons pas non plus, parce que ce que vous dites maintenant, je ne sais pas si ça peut être prouvé noir sur blanc, que le FPR avait infiltré de façon générale la société rwandaise et les institutions rwandaises. Et pas seulement les institutions, mais également la société civile, y compris les milices du MRND, les milices interarmées. Non, je ne crois pas que nous n'étions pas conscients d'une infiltration. Même les Rwandais, je suppose, n'étaient pas suffisamment conscients de l'infiltration à telle échelle, avec telle intensité du FPR dans la société. En parlant d'infiltration, on ne va pas insister beaucoup parce qu'effectivement, c'était, selon Tito Rutaremara, qui est quand même une des personnalités les plus marquantes du FPR, cette infiltration a eu lieu. Eh bien, ils y ont recouru, il a dit, par des moyens secrets. Mais est-ce que sur un autre plan, la communauté diplomatique étrangère à Kigali savait que le FPR commettait des massacres dans la région qu'il occupait, notamment à Byumba, à Rwengeri? Est-ce que vous saviez que furtivement, la nuit, les FPR exécutaient des populations Hutus systématiquement en plus et massivement? Est-ce que vous aviez ces informations? Systématiquement et massivement, je ne dirais pas que nous avions ce type d'information qui nous permettait d'utiliser ces deux qualificatifs. Mais de temps à autre, ou même régulièrement, nous avions connaissance ou nous prenions note de témoignages, sans en avoir la certitude, mais les témoignages qui nous parlaient d'exactions, de tueries,
d'agressions avec beaucoup de victimes mortelles de la part du FPR. Nous savions que le FPR ne pouvait pas se vanter hein, d'une âme vierge, hein, et en passant pour un mouvement de libération qui œuvrait pour une juste cause, et tous leurs agissements étaient accueillis avec une certaine sympathie parce qu'ils avaient une juste cause à défendre. Non, nous savions également que le FPR, et pas seulement par les agissements, les actions sur le terrain, hein, incluant des tueries, mais aussi, par exemple, dans sa manière de négocier. L'arrogance. Nous avons régulièrement évoqué l'arrogance du négociateur FPR, aussi bien à Arusha que après les accords d'Arusha, après les tentatives à Kigali de mettre en place les institutions de transition, en restant absent, par exemple, à des réunions de concertation importantes auxquelles assistait également la communauté internationale, le corps diplomatique ou une partie du corps diplomatique à Kigali. Eh bien, cela nous amène à nous poser une question que beaucoup de Rwandais suggèrent parfois. Ils disent que la Belgique était visiblement pro-FPR dans ses positions depuis 90, hein, depuis 90 donc. Et est-ce que vous avez jamais eu des positions pro-FPR? Est-ce que vous étiez plus critique, plus sévère à l'égard du gouvernement Habyarimana? Mais est-ce que vous étiez pour autant partisan de la rébellion du FPR? C'est des questions que chacun se pose. Hein. Pas du tout, nous étions pour… Et si dans le livre, vous y revenez, effectivement, ben, oui. Écoutez, faites-nous part de votre analyse actuelle. Oui, dans le livre, je reviens souvent, je raconte presque toutes les démarches que mon ministre, mon gouvernement, notre administration à Bruxelles, l'ambassade de Belgique à Kigali faisait auprès du FPR. Bien sûr, nous étions accrédités auprès du président de la République. Bon, je voyais beaucoup plus souvent, évidemment, pour des raisons évidentes, hein, le président de la République avec qui nous étions fort critiques. Nous avons fait beaucoup de démarches, hein, critiquant des violations de droits de l'homme, peu d'empressement pour faire des concessions, donc une attitude critique, mais pas hostile, qui ne revenait pas à une attitude pro-FPR. Nous avions, et je l'ai déjà dit, je crois, une certaine sympathie pour son discours de démocratisation, de promotion des droits de l'homme. Hein, et c'était un discours qui était moderne. Hein, après la chute du mur, hein, comme j'ai déjà raconté, hein, le vent de la libération qui devait souffler en Afrique et pour lequel le FPR devait s'engager pour ce qui concerne le Rwanda, bien sûr, mais ça ne nous empêchait pas, une certaine sympathie pour ce discours moderne, ne nous empêchait pas de faire d'émettre des inquiétudes et voire même des critiques à l'égard du FPR. J'ai parlé des discussions que le ministre Klaas a eues avec le FPR. Le FPR avait son bureau à Bruxelles, pas uniquement pour entendre des complaisances de l'administration ou du gouvernement belge. Quand j'étais à Mulindi, j'ai évoqué régulièrement des choses, des comportements du FPR qui nous inquiétaient.
et auxquels nous nous opposions. Hein. Radio Muhabura, le fait que les réfugiés venant de l'Ouganda occupaient déjà les terrains ou les maisons des personnes qu'ils avaient chassées de ces champs et de ces maisons. Chassées ou massacrées. Mais nous avons, je le concède, hein, nous avons peut-être pas suffisamment expliqué que notre politique était surtout axée, portée sur la paix, la réconciliation, le compromis, le partage, en privilégiant les discussions, le dialogue, les négociations, plutôt que l'armement, par exemple. Et je comprends que du côté de la population, de l'opinion publique, mais aussi de l'opinion publique, il y avait des frustrations vis-à-vis de l'attitude belge. Mais il ne faut pas oublier que pendant tout ce temps, de 90 à 94, la Belgique a toujours maintenu sa coopération. Nous n'avons pas diminué ou gelé la coopération. Nous sommes restés solidaires sur le plan de la coopération avec le Rwanda. Dans les enceintes internationales, nous avons vraiment plaidé, par exemple, auprès de la Banque mondiale et le Fonds monétaire, nous avons plaidé pour le développement et l'assistance, l'accompagnement du Rwanda dans des moments extrêmement difficiles. Et je dirais même que vis-à-vis du FPR, un interlocuteur bien critique, vis-à-vis du FPR également, c'était bien la Belgique. C'était bien la Belgique, mais nous n'avons peut-être pas suffisamment recouru à une espèce de politique de propagande pour bien définir la politique belge, qui ne voulait pas abandonner le peuple rwandais, mais qui voulait surtout prêcher pour la promotion des droits de l'homme, pour le partage du pouvoir et pour la réconciliation avec la FPR. Je vous remercie beaucoup. Nous étions également avant de terminer sur ce chapitre, je vais vous raconter une anecdote. C'est en discutant avec mon collègue, l'ambassadeur François Ngarkinouari, qui était à Bruxelles. Un jour, il m'a dit, tu sais, les affaires étrangères reçoivent Ihozagara avant de me recevoir. Donc, il se sentait vraiment minimisé par rapport aux représentants du FPR à Bruxelles et ça m'avait fait mal, effectivement, si j'avais ressenti cela à Paris, j'aurais peut-être eu le même sentiment quoi, d'un gouvernement ami qui privilégie quand même la relation avec le rebelle qui était Bihozagara, qui représentait le FPR, en priorité par rapport à l'ambassadeur du Rwanda. Et ça, je ne peux pas le vérifier, mais il me l'a dit. Il me l'a dit une ou deux fois même, en regrettant vraiment le changement de cap de la Belgique. Une autre information. C'est très important, pas dans la vie personnelle, oui, l'impression ou le sentiment de ne pas être reconnu, de ne pas être compris, de ne pas être considéré. Mais c'est vrai également en diplomatie. Pour lui, c'était une forme de trahison, quoi, parce qu'il a tellement travaillé avec la Belgique, il a été longtemps ministre des Affaires étrangères, ambassadeur à Bruxelles, de se voir un peu marginalisé parce que le gouvernement perd du terrain par rapport à la rébellion, il a très très mal ressenti ça. Un autre élément, je voudrais que vous me confirmiez si oui ou non cela est vrai. Est-ce que le ministre, justement, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Willy Klaas. Comment? Willy Klaas. Oui, Klaas, c'est ça. Oui. Est-ce qu'il aurait dit, lors de sa dernière visite au Rwanda, est-ce qu'il aurait prononcé, en s'adressant au président Habyarimana, la phrase suivante: Monsieur le Président, il est minuit moins 5. Et si cela est vrai, si vous étiez avec lui, qu'est-ce que ça aurait pu signifier?
Oui. D'ailleurs, c'est le titre d'un des chapitres de mon livre. D'accord. Il est minuit moins 5. Ça traduisait justement des inquiétudes. Ça va mal tourner. Hein? La radicalisation est en cours. Hein? La polarisation, la société rwandaise est de plus en plus divisée. L'extrémisme s'affiche de plus en plus clairement. Les interarmées sont dans les rues, haranguent les gens. Donc, et puis, il y avait des assassinats politiques, par exemple. Déjà quelque temps auparavant, le Gapsissi, ça c'était aussi, j'insiste beaucoup sur les événements du Burundi, mais s'il y avait quelqu'un qui avait vraiment incarné ce message de paix, de modération, de respect pour l'autre, du partage du pouvoir, une certaine démocratie à l'africaine, c'était bien Emmanuel Gapsissi. Je me souviens de l'entretien que j'ai eu et auquel je consacre plusieurs pages de mon livre que j'ai eu avec Gapsissi quand il est venu m'expliquer, accompagné de Stanislas Bonapeka, quand il est venu expliquer son projet de modération et de la voie médiane qu'il essayait de trouver pour intégrer des éléments chers au FPR et des éléments chers au régime, au président Abiyarimana, comment il avait intégré tout cela et comment il voyait quand même un chemin, une issue pour le problème rwandais. Je dis, voilà, ça c'est le type d'engagement dont le Rwanda a besoin. Alors, il a été assassiné. Donc, assassinat politique, polarisation, distribution d'armes, malgré les accords d'Arusha, faillite d'un certain type de diplomatie et de négociation. Donc, grande inquiétude du ministre Klaas qui dit au président Abiyarimana, mais il a répété au FPR, quelques jours plus tard à Kampala, il est minuit moins 5. Vous allez vers la catastrophe. Nous voulons bien vous aider, sans vous dicter des leçons, sans vous faire la leçon, mais en étant solidaire avec un peuple ami rwandais, nous voulons vous exprimer toutes nos inquiétudes, d'autant que nous avons des troupes belges dans le système des Nations Unies, du peacekeeping. Donc, nous avons des raisons pour nous exprimer, parce que nous faisons partie de l'engagement collectif pour l'avenir du Rwanda. Donc, ne soyez pas surpris ou indignés parce que je viens vous dire il est minuit moins 5. Nous sommes tous alertés. Waking up call pour nous tous, pour le FPR, pour le MRND, pour les acteurs politiques de Kigali, pour la communauté internationale, pour les Belges, les Français, pour l'Europe. Il est minuit moins 5. On va quand même pas. D'autant qu'il avait déjà plaidé dans une lettre formelle, début février, pour être précis, le 11 février, dans une lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies, il avait plaidé pour un mandat plus fort, plus musclé des troupes de l'ONU, parce qu'il considérait, nous considérions, que le mandat était trop faible, ne permettait pas de vraiment agir sur le terrain, d'intervenir, de prévenir. Et donc tous ces éléments lui donnaient le droit légitime d'exprimer ses inquiétudes.
par sympathie pour le peuple rwandais. Vous faites bien de revenir sur le cas de l'assassinat d'Emmanuel Gapsissi, qui était un ami personnel, hein, même si ce n'est pas le sujet dans cette émission. Mais ça compte beaucoup parce que j'ai vécu ça dans ma chair, je pourrais dire. Il y a aussi l'assassinat de Gatabazi en février 1994. Pendant la visite du ministre Klaus. Exactement, de Martin Boutiana le lendemain, 24 heures après. Et vous savez, nous avons été nombreux à être dupés par le Front patriotique rwandais parce que moi, j'ai participé à la messe d'hommage à Félicien Gatabazi qui se passait à Bruxelles une semaine plus tard, hein, une semaine après son assassinat. J'ai même pris la parole au nom de la famille qui me l'avait demandé, en présence de l'ambassadeur Ngali Kinouhari François, qui n'a pas, vous pouvez le comprendre aussi, qui n'a pas beaucoup apprécié que ce soit l'ambassadeur à Paris qui parle au nom de la famille, alors que lui était à Bruxelles, qu'il était avec des membres de la famille. Et ça aussi, c'est du passé. C'était les acquaintances familiales et autres. Mais en ce moment-là, est-ce que vous, comme nombre d'entre nous, vous les ambassadeurs qui aviez des services de renseignement, qui accédiez à toutes les informations, est-ce que vous aussi, vous pensiez que Gapsissi Emmanuel, Félicien Gatabazi, Martin Boutiana et d'autres étaient victimes du régime de Juvenal Habyarimana? Est-ce que cela, le fait d'avoir une information erronée ou tronquée, ne peut pas fausser l'analyse pour finir? Est-ce que ça ne peut pas faire que le gouvernement rwandais soit ciblé en lieu et place de celui qui a commis le véritable attentat ou les assassinats? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, c'est le FPR qui a été l'auteur de ces 3 assassinats. Tout le monde le sait, nous avons des témoignages des officiers du FPR qui étaient proches des assassins ou qui ont participé même à ces opérations. Est-ce que ça ne fausse pas l'analyse au moment où les choses se passaient? L'analyse, c'est-à-dire en faveur du FPR contre ou en défaveur du gouvernement rwandais. Monsieur l'ambassadeur. Eh bien, vous me dites que vous avez la certitude que c'est le FPR qui est responsable de ces assassinats. Tout à fait. Je ne sais pas dans quelle mesure on a bien pu prouver tout cela. À l'époque, nous insistions avec chaque... enfin, même sans qu'il y ait des morts, hein, quand il y avait des exactions ou des attentats, hein, réussis ou pas réussis, hein, nous insistions toujours sur des enquêtes, hein, éventuellement enquêtes internationales, si le gouvernement, le ministre de la Justice le demandait. Assassinat de Gapsissi, c'était vraiment un coup de massue pour le centre politique modéré. Donc, important de savoir qui était responsable de cet attentat. Mais sans pouvoir faire plus. Hein. Enquête nécessaire. Hein. Boutiana, enquête nécessaire. Gatabazi, là je peux être entrer plus en détail. Quelques jours après l'assassinat, la veuve est venue me voir avec un beau-frère, je crois, un colonel, et qui sont venus m'expliquer, bon, d'abord, pour insister pour que la communauté internationale demande cette enquête, et pourquoi pas une enquête à l'initiative de la Belgique, on en a longuement parlé, parce qu'on faisait quand même appel à la Belgique également, ne fût-ce que pour promouvoir des enquêtes. Mais quand même, les soupçons de leur côté, de mes 2 interlocuteurs, que nous avions affaire à une responsabilité du régime, du président Habyarimana.
que c'était plus... Ils pensaient vraiment que, sans être tout à fait sûrs, mais leur soupçon penchait plutôt vers le MRND ou le gouvernement à Biarimana. 10 ans plus tard, à peu près, je suis aux affaires étrangères, j'étais en poste à Bruxelles, et Madame Gatabazi, Madame Gatabazi est à la réception et voulait me voir d'urgence. Je suis descendu et nous sommes allés prendre un verre dans un café à Bruxelles et elle m'a raconté avec beaucoup de détails sa conviction que ce n'était pas Abiyarimana, mais le FPR qui était responsable de l'assassinat de son mari. Ce genre de témoignages sont importants et doivent contribuer à cette recherche de la vérité. Il y a beaucoup de questions qui me hantent maintenant, presque 30 ans après le génocide. Et il ne s'agit pas seulement des responsables des assassinats politiques qui ont précédé le génocide, l'attentat du 6 avril. Il y a beaucoup d'autres questions que nous avons l'obligation de continuer à essayer de résoudre, d'offrir des réponses, recherche la vérité. Et avant qu'il n'y ait pas de vérité sur le génocide et le prélude du génocide, nous n'aurons, je crains, pas la paix, une réconciliation définitive, un développement durable du Rwanda, un pays qui nous est cher. Et alors, pour continuer sur ces questions, la question principale, la question essentielle, j'ai déjà dit, dans quelle pièce avons-nous joué? Qu'est-ce que nous savions? Qu'est-ce que nous devions savoir? Qu'est-ce que nous ne savons toujours pas? Donc, la continuité de la recherche, de l'ouverture à la recherche et à l'effort de recherche. Alors, notre question capitale, c'est d'essayer de comprendre pourquoi tant de Rwandais sont tombés dans le piège de la radicalisation et de la polarisation et de l'extrémisme. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait intérêt? C'est une question très délicate. Est-ce qu'il y avait une force qui avait intérêt à ce que la population se radicalise? Je ne veux pas aller au-delà, mais ça donne quand même beaucoup de matière à réflexion. Une autre question, bien sûr, c'est l'attentat du 6 avril. Carla Del Ponte, procureur du tribunal au début du tribunal pénal international pour le Rwanda et pour le tribunal sur l'ex-Yougoslavie, a dit un jour, s'il s'avère que le FPR est responsable de l'attentat du 6 avril contre l'avion avec les 2 présidents à bord, l'histoire du Rwanda devra être réécrite. La réponse claire et nette à cette question nous donnera une clé qui ne peut-être pas ouvre toutes les pièces du labyrinthe du génocide, mais quand même ouvrira beaucoup d'autres portes. Cette question est capitale. Une autre question, la disparition de Fred Rwigema au début de la guerre, dans les premiers jours d'octobre 90. Nous savons, d'après l'histoire officielle, il est mort au combat, voilà, comme simple soldat. Mais on sait aussi qu'il y avait des divergences d'opinion
dans la direction de l'armée et la direction de la stratégie vis-à-vis du Rwanda. Dans quelle mesure, autre question, Abiyarimana a été complice, allié objectif du FPR? Ça sont des choses, c'est pas banal, parce que dans une certaine mesure, il avait peut-être intérêt à ce que cette polarisation FPR, Abiyarimana, se cristallise pour garantir sa minorité de blocage dans le futur gouvernement. Une alliance objective avec le FPR ou certains éléments d'alliance objective avec le FPR pouvaient peut-être réduire l'importance de l'opposition interne. Ça sont des questions, voilà, la durée même, la durée du génocide. Ça dépasse le contour de mon livre. Mais je pose la question, pourquoi, et vous serez étonné, quand je me pose la question pourquoi le génocide a duré si longtemps. Je veux dire, mais il n'a duré que 100 jours. Est-ce que le FPR n'aurait pas pu, le FPR qui se déclare responsable de l'arrêt du génocide, parce qu'ils ont remporté la victoire militaire, est-ce que le FPR n'avait pas plus de moyens militaires pour remporter plus rapidement la victoire et pour arrêter le génocide? Et pourquoi Kagame a lancé des ultimatums contre les troupes pour amener le départ, pour pousser au départ des troupes étrangères? Pourquoi il ne voulait pas de troupes étrangères ou pas trop de troupes étrangères au Rwanda? Ça, c'est quand même pas des questions banales. L'opération turquoise. Je ne peux pas dire que, noir sur blanc, l'opération turquoise était une opération salutaire. Je sais qu'il y a eu quand même certains aspects positifs, mais également d'autres interrogations sur l'opération turquoise. Je dois avouer, je ne sais pas y répondre de façon claire et nette. Est-ce qu'il y avait un plan prédéterminé de génocide? Je ne banalise pas, je ne suis pas un négationniste ou un dévisionniste, mais je sais ou j'estime que il ne faut pas, même si je disais tout à l'heure, même s'il y avait des indices de préparation, il faut être prudent. Il faut pas, il faut continuer à chercher. Il ne faut pas déclarer que Abiyarimana avait un plan d'extermination ou que le MRND ou les milices avaient un plan avant l'attentat du 6 avril. Je parle d'avant l'attentat du 6 avril, que ce plan existait déjà. Je pense qu'il y avait des plans, pas d'extermination de l'ethnie, donc un plan de génocide, mais des plans de massacres répétés et généralisés à travers tout le pays, et pour lesquels on établissait même des listes de gens qui devaient être tués. Mais attention avec ce sont des questions. Je ne peux pas affirmer clairement qu'il y avait un plan prédéterminé avant le 6 avril. C'est à examiner. C'est une question. Je n'affirme rien, ni dans le positif ni dans le négatif, mais c'est une question qui subsiste. Et puis une autre question que je trouve très, très malheureuse, que nous devons la poser. L'échec de l'Europe. Justement, monsieur l'ambassadeur, vous n'étiez pas seul au Rwanda. Il y avait une ambassade
de France, il y avait une ambassade américaine, il y avait une ambassade il y avait des ambassades d'autres pays européens. Nous avons parlé tout à l'heure de l'attitude de la Belgique, mais quelle était aussi l'attitude des autres ambassades des autres pays européens devant la situation du Rwanda? D'abord, remarque préliminaire, il est bon de poser ces questions sur les attitudes de la communauté internationale. Mais il ne faut pas se limiter à ces questions concernant la communauté. Il ne faut pas seulement faire le procès de la communauté internationale. Il y en a qui ne font que ça. Non, à ce stade, j'aimerais que vous nous parliez juste Oui. de Oui. la responsabilité de la communauté européenne, au moins. Voilà. Après, on verra. Oui. On verra Oui. Donc, cet exercice que nous allons faire maintenant, la réponse qu'il vient donner, ne peut pas nous exonérer ou laisser de côté la responsabilité première des forces négatives qui se trouvaient du côté rwandais, aussi bien du côté FPR, des rebelles, que de l'opposition interne du régime Abiyarimana, etc. D'ailleurs, En si vous effet, permettez, monsieur l'ambassadeur, cela me donne une idée. Avant de passer à la responsabilité de la communauté européenne ou des pays européens, vous vous êtes dit tout à l'heure, vous posiez des questions. Est-ce qu'on sait ceci? Est-ce qu'on sait cela? À chaque fois, j'ai eu l'impression que notre regard se porte vers les responsabilités du gouvernement rwandais. Mais imaginez-vous si on avait su à l'époque le côté angélique du FPR, c'est-à-dire cet angélisme qui vous montrait une face en cachant une autre. Qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui si on savait tout ce que le FPR faisait, si on acceptait que le FPR soit aussi jugé pour ses actes, parce que malheureusement, on le sait aujourd'hui, seul le côté gouvernemental a été jugé aussi bien dans les tribunaux populaires Gacaca et au tribunal pénal international. C'est comme si on voulait justement nous cacher cet espace de secret de tout ce que le FPR a pu commettre comme abus, comme crime. On ne veut pas que le monde le sache, on ne veut pas que les Rwandais en soient informés. Imaginez-vous, si tous les Rwandais avaient été informés à l'époque de l'auteur des assassinats dont on a parlé, Gapsisi, Gatabazi, Martin Boutiana, on y a pensé un peu, les assassinats des prêtres européens ou autres, l'assassinat du président Habyarimana qui de plus en plus s'est imposé. Imaginez-vous si tous les membres de l'opposition rwandaise avaient été informés à l'époque, en 92, 13, 14, moi j'ai l'impression qu'on ne parlerait même plus de modérés. Ils auraient quitté le camp des modérés comme certains pour rejoindre le camp des autres qu'on appelle extrémistes, mais qui étaient peut-être mieux informés que les autres. Qu'en pensez-vous, monsieur l'ambassadeur? Oui, tout à fait d'accord pour estimer que la vérité se trouve de tous les côtés, qu'il faut chercher de tous les côtés. Et à l'époque, nous savions peut-être trop peu de choses sur ce qui se passait de l'autre côté. Et je l'ai déjà dit, nous étions accrédités auprès du président de la République, donc c'est surtout vers ce côté-là que nous allions nous exprimer nos inquiétudes, nos démarches et tout ça. En effet, et je me souviens très bien, lors de mon évacuation, j'étais à Nairobi, donc en attendant l'avion qui nous ramenait à Bruxelles, il y avait un journaliste belge avec qui j'ai longuement conversé. Il me disait, et son journal avait été un journal flamand, un journal qui avait été très critique avec le régime Abiyarimana. Et ce journaliste me dit, est-ce que nous n'avons pas été trop sévères avec Abiyarimana? Et c'est une question légitime. C'est une question légitime. Ce n'est pas pour embellir le tableau. Nous
nous sommes suffisamment bien placés et nous nous sommes suffisamment bien exprimés et engagés pour savoir que ce côté-là, le tableau, n'était pas vierge, n'était pas de toute beauté. Il y avait des raisons pour exprimer les inquiétudes ou pour ne plus livrer les armes, etc. Mais de l'autre côté, oui, nous n'avons peut-être pas, nous avons donné l'impression de trop écouter les FPR. Vous disiez tout à l'heure que l'ambassadeur Garo Kintwali était fort frustré parce que Biozagara, le représentant du FPR à Bruxelles, pouvait toujours le précéder pour être reçu aux affaires étrangères, donc beaucoup de frustration. Et aussi des choses que nous ne savions pas. Nous n'étions pas suffisamment informés de ce qui se tramait, ce qui se faisait du côté du FPR. D'ailleurs, le ministre Willy Klaas a très rapidement, après le génocide, parlé de la co-responsabilité du FPR. Moi, je suis prudent, je suis suffisamment critique, mais je veux surtout passer pour quelqu'un qui a vécu cette tragédie de si près, que j'ai le droit et même le devoir de continuer à déposer des questions maintenant avec beaucoup plus de connaissances. Vous dites des choses que j'ignorais jusqu'à présent. Jusqu'à présent, je suis toujours resté sans réponse à la question des responsabilités de l'assassinat d'Emmanuel Gapsisi, par exemple. Le livre de Jody Reaver sur les crimes du FPR, il y a beaucoup de choses que j'ignorais. Mais si Jody Reaver a fait du bon travail, et j'estime que son livre doit être pris au sérieux, ça doit être pris au sérieux. Ça ne doit pas être repoussé d'un revers de la main, ni le rapport mapping, pour lequel plaide le docteur Mukwege. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Personne n'a couru un parcours sans faute. Les Belges n'ont pas couru un parcours sans faute. Donc, et nous aurions peut-être dû savoir beaucoup plus. Est-ce que nous avons été trop sévères avec Abiyarimana? Je pense que non, parce que il y avait un dialogue franc et toujours avec beaucoup d'estime et de respect. Et nous n'avons malheureusement pas eu ce dialogue, ni à ce moment, ni maintenant, avec le FPR. Parce que c'est l'absence de dialogue, l'absence d'écoute, l'absence de raisonnement, l'absence de recherche conjointe de la vérité. Et ça, c'est très dommage. Nous devons continuer à nous battre pour que cette discipline s'instaure finalement. Je vous remercie beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour cette mise en cause du passé, parce qu'effectivement, personne n'a jamais su tout sur la situation du Rwanda. Je vais peut-être vous ramener à une conférence internationale à laquelle tous les deux on a participé en 2014. C'était à La Haye. Il y avait là toutes les personnalités qui étaient concernées par le génocide de 1994. Il y avait bien sûr des Rwandais dont j'étais, il y avait des diplomates français, des anciens qui étaient concernés par tout ce qui se passait au Rwanda, soit à l'ONU ou ailleurs. Il y avait les anciens ambassadeurs, représentants permanents des pays occidentaux au Conseil de sécurité. Rappelez-vous, l'ancien ambassadeur à New York, américain, avait raconté presque les larmes aux yeux en disant « Le FPR nous a tous trompés ». Il a dit que le FPR avait une attitude tellement cynique en 1994 que le matin
les délégués du FPR, c'est-à-dire Doussaïdi et Gahima, venaient le voir pour dire, écoutez, les Tutsis, on les extermine au Rwanda, il faut absolument faire quelque chose. Et puis l'après-midi, lorsqu'il y avait des réunions du Conseil de sécurité pour essayer de décider l'envoi de troupes, les mêmes délégués venaient le voir pour dire, écoutez, vous ne touchez pas à ce dossier, il n'est pas question d'envoyer des troupes de l'ONU, parce que nous allons nous-mêmes arrêter le génocide. C'était l'ambassadeur des États-Unis à l'époque, et puis il y avait aussi l'ambassadeur d'Autriche qui a répété la même chose, l'ambassadeur de Tchécoslovaquie, l'ambassadeur de Nouvelle-Zélande, je pense. Oui, oui. Et donc, ça, ce sont des témoignages Du Royaume-Uni. Du Royaume-Uni. C'est des gens qui étaient au Conseil de sécurité qui témoignent de cet angélisme trompeur, en fait. Le matin, ils disent ceci, et quand ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un qui a une organisation, que l'organisation internationale ONU veut envoyer des troupes pour arrêter le génocide, ils s'opposent. C'est ce qu'il a appelé attitude cynique du FPR à l'égard des massacres qui se commettaient au Rwanda. Et là, on peut donc passer, monsieur l'ambassadeur, à la responsabilité étrangère, enfin internationale, voilà. et notamment de la communauté européenne, si vous voulez, la communauté internationale, mais surtout européenne à travers l'action des ambassades à Kigali. Nous nous approchons de la fin de notre émission. Si vous pouvez nous en dire quelque chose, du moins par rapport au ressenti de 94. Oui, bon, sur l'Europe, mais sans oublier que nous devons également y ajouter un mot sur les attitudes américaines, britanniques, Museveni, le monde des multinationales qui lorgnaient vers les richesses minières du Congo, de l'Est du Congo. Tout ça, hein, on ne peut pas nous étendre là-dessus aujourd'hui, mais tout ça doit être examiné avec beaucoup plus de courage et de lucidité. Mais pour l'Europe, en effet, j'ai dit, je regrette ce que j'appelle l'échec de l'Europe. Nous n'étions que 3 ambassadeurs européens, membres de la communauté interne, de la communauté européenne. Ça ne s'appelait pas encore Union européenne à l'époque. 3 ambassadeurs résidant sur place, l'allemand, le français, le belge. Et le responsable, le représentant de la Commission européenne. Disons 4 acteurs importants européens. Mais c'est surtout les politiques et diplomaties belges et françaises qui posaient problème parce qu'elles étaient présentées comme des politiques opposées. C'était les extrémistes hutus qui faisaient une caricature des Belges et des Français. Et nous n'avons pas, vous savez à quoi ça ressemblait, pour dire très simplement, les Belges étaient les Tutsis, parce que vous évoquez nos sympathies pour le FPR, et les Français étaient les Hutus, les Français qui n'avaient pas abandonné le Rwanda à son triste sort comme pays agressé. Alors, la vérité est beaucoup plus nuancée, parce que nous avons fait beaucoup de choses ensemble, Français et Belges, et Allemands, aussi Français et Belges. Nous nous sommes engagés pour un processus de paix et pour la recherche des compromis, pour les accords d'Arusha, pour la défense des droits de l'homme. Nous avons fait beaucoup de choses en commun, d'entente. Mais nous avons quand même, il y avait quand même des nuances que nous n'avons pas su expliquer ou nous n'avons pas suffisamment pu riposter à des présentations, des perceptions de ces 2 diplomaties qui en faisaient justement une caricature. Et justement, si je ne dis pas
que les deux ambassadeurs sur place ont échoué. Notre relation était correcte. Il y avait une différence de tempérament, d'engagement, d'ouverture, etc. Mais surtout, Paris et Bruxelles auraient dû se concerter beaucoup plus pour peser ensemble de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus efficace sur la mise en œuvre du processus d'Arusha. Nous aurions pu, je ne dis pas que les extrémistes, de quel côté qu'ils se trouvent, ou se trouvaient, auraient dû nous écouter davantage si nous avions été justement beaucoup plus cohérents, perspicaces et cohérents et convaincants dans nos comportements. Je ne dirais, mais ça aurait pu déjà contribuer à une autre solution. C'est une question hypothétique, mais de toute façon, quand je dis que l'Europe a échoué, c'est que nous n'avons pas pu peser ensemble beaucoup plus sur le processus. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est très dommage. Et pour l'Europe d'aujourd'hui, c'est une leçon. C'est une leçon, parce qu'il y a d'autres problèmes au monde où l'Europe devrait pouvoir s'affirmer avec beaucoup plus de force et de crédibilité. Mais je parlais des Américains, l'administration Clinton a aussi du beurre sur la tête, comme on dit en flamand. Je ne dis pas si on le dit comme ça en français, mais les responsabilités du côté américain ne peuvent pas être ignorées. Et les lobbies des multinationales, les lobbies religieux, les lobbies de la presse, les lobbies politiques, ils ont certainement joué, pas seulement en Amérique, également certainement en Belgique. On n'a peut-être pas trouvé toute la clarté sur la politique belge aujourd'hui. Je ne m'oppose pas à ce que, pour ce qui concerne la Belgique, là aussi, humblement, on fasse l'exercice de recherche de vérité d'une façon honnête et objective. Mais du côté américain, quand on voit, par exemple, tout ce que maintenant c'est en train de changer dans le monde anglo-saxon, les bruits critiques viennent pas de la France, parce que le spectacle auquel on assiste en France maintenant, avec le rapport du clerc, qui a peut-être quelques mérites, mais que je qualifie comme partiel et partial, ce n'est pas du côté français, j'ai l'impression qu'on entendra beaucoup de questions ou d'interrogations sur le passé et le présent. Mais du côté américain, britannique, les membres du Conseil de sécurité qui n'ont pas écouté Dallaire ou Bobo, Nations Unies, aux Nations Unies, je sais qu'il n'y avait pas une communication très fluide entre le 38e étage du secrétaire général et DPKO, la direction du peacekeeping, avec Kofi Annan à la tête. Il y avait à peine une communication crédible entre les deux niveaux. Entre New York et Kigali, avec Bobo et Dallaire, c'était pas très glorieux non plus. Et même à Kigali, entre Kofi Annan, entre Bobo et donc le représentant diplomatique, politique du secrétaire général, l'ambassadeur Bobo, ancien ministre des Affaires étrangères du Cameroun, et le général Dallaire,
chef de la UN Force, c'était vraiment, c'était misérable, hein, comme communication, comme absence de communication. Vous parlez du colloque de La Haye. Vous vous souvenez que le général Dallaire est venu nous expliquer que les clans ou l'équipe autour de l'ambassadeur Bobo avaient voulu le tuer. Mon Dieu, je ne peux pas y croire, je ne peux pas y croire. Mais c'est quand même, ça relate quand même, hein, une attitude extrêmement frustrée et complexée. D'ailleurs, avec tout l'estime et le respect pour l'activisme du général Dallaire, il a commis aussi des fautes. Nous tous, nous avons commis des fautes. Mais je me souviens très bien, et je l'écris aussi dans mon livre, j'étais parfois un peu gêné par cet activisme du général Dallaire qui usurpait les compétences du diplomate. Il voulait se comporter comme chef militaire, mais également comme chef de la diplomatie onusienne. Et il marginalisait, il occupait le terrain trop souvent de l'ambassadeur Bobo. Donc, on peut continuer comme ça. Il reste pas grand-chose. On peut continuer comme ça. Nous sommes presque à la fin de notre échange, de notre entretien d'aujourd'hui, mais les auditeurs et les téléspectateurs de La Voix des Grands Lacs auront compris que la matière est vaste et que nous avons, je ne vais pas utiliser le terme expert, spécialiste, mais quand on a été ambassadeur de Belgique, j'insiste, à Kigali de 90 à 94 lorsque débutait le génocide, il va de ça qu'on est censé en savoir un peu plus quand même que l'autre ambassadeur qui était en poste à Luanda, par exemple. C'est une évidence. Et donc, je vous invite à revenir souvent sur notre chaîne pour vraiment expliquer à notre public, à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, témoigner en fait. Comme vous l'avez si bien dit, c'est un témoignage, ce que vous avez vécu, ce que vous avez vu les Rwandais vivre et comment vous percevez les événements aujourd'hui, 27 ans après. Ce sera très, très utile pour tout le monde, y compris même pour certaines personnalités belges qui n'ont pas voulu suivre, qui n'ont pas voulu s'adapter à l'évolution du renseignement et de l'information. Les renseignements qu'on n'avait pas hier, on les a aujourd'hui. Les témoignages qu'on n'avait pas hier, on les a aujourd'hui et cela peut permettre d'analyser mieux ce qui s'est passé au Rwanda en 1994, quelle est la responsabilité des différents protagonistes, quelle est la responsabilité des parties prenantes rwandaises, des parties en conflit, et peut-être effectivement s'en servir comme leçon pour l'avenir dans d'autres circonstances similaires. Monsieur l'ambassadeur, si vous avez un mot à dire pour la fin de cet échange d'aujourd'hui, je vous passe la parole. Et je vous remercie beaucoup. Merci, monsieur l'ambassadeur, mais c'est vraiment, comment dire, stimulant et réconfortant de pouvoir dialoguer comme nous le faisons, sans trop de conviction définitive ou d'analyse définitive. Vous parlez justement des analyses que nous sommes en mesure de faire après un certain temps, après un certain recul, avec une meilleure connaissance de ce qui s'est réellement passé. Mais je dirais, je compléterais, et qui nous donne envie et qui nous oblige de continuer à adopter cette attitude humble et objective et honnête, surtout vers cette vérité. J'ai déjà dit, je crois que
le génocide et tout ce qui est autour, tout ce qui a suivi, tout ce qui a précédé, ne nous a pas encore révélé tous leurs secrets. Et je crois que dans cette attitude positive de recherche de la vérité, nous nous trouvons, pas pour être d'accord sur tout, ce serait un peu ennuyeux, hein, si on était d'accord sur tout tout de suite. Peut-être un jour on le sera, mais que nous continuons à croire dans ce dialogue. Et dans ce dialogue serein et honnête, effectivement. Et puisqu'on a beaucoup parlé de mon livre, c'est ce qui m'a motivé, surtout dans l'écriture de ce livre et de la rédaction de tous ces détails, c'est cette frustration d'être confronté avec des histoires qui ne sont pas vraies, qui sont incomplètes, Il y a beaucoup d'histoires vraies, mais c'est souvent aussi des histoires escamotées, tronquées, ou des histoires fabriquées, avec des mensonges, avec des simplismes. Alors nous devons nous débarrasser, nous libérer de cette emprise de propagande, d'histoires achetées ou vendues. Et je crois que l'exercice dans lequel nous devons nous employer est un exercice qui me motive beaucoup, et vous également. Et je suis heureux que nous puissions encore poursuivre cet effort. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup une fois encore. Je remercie les auditeurs et les téléspectateurs qui suivent nos émissions. Nous avons décidé de monter le niveau et de leur présenter des invités qui connaissent vraiment, qui savent ce qui s'est passé, c'est-à-dire qui sont au fait des événements passés, mais aussi actuels. Puisque vous l'avez souligné, il n'y a jamais que du mauvais dans une personne ou dans un événement. Tout à l'heure, on a parlé du général Dallaire. Je rappelle que c'est vrai, il était déchaîné contre Bobo, il faisait un effort pour faire passer le FPR du bon côté et les autres du mauvais côté. Mais au cours de cette conférence, et ce sera peut-être le mot de la fin, et on y reviendra dans des prochaines émissions pour justement parler des responsabilités des uns et des autres, le général Dallaire avait quand même reconnu qu'en avril 1994, il avait rendu visite à Paul Kagame à Mulindi et que ce dernier avait rejeté d'une main la proposition de trêve que demandait la Minuar et que demandaient les forces armées rwandaises. D'ailleurs, il a écrit dans son livre, lorsque Paul Kagame lui avait dit que ce soit noté, que cela soit dit, et que cela soit enregistré, que si les Tutsis meurent pour permettre au FPR de prendre le pouvoir, qu'il soit noté qu'ils auront été le sacrifice suprême pour ce digne combat. Je n'invente pas, ça se trouve dans le livre du général Dallaire. Pour ceux qui ne l'ont pas, je pourrais leur donner le numéro du paragraphe où il le reconnaît, et il a reconnu aussi dans la conférence de La Haye. Monsieur l'ambassadeur, nous allons nous en arrêter là, et je vous invite pour la suite. Probablement, allons-nous parler de la situation actuelle au Rwanda, et vous nous ferez part de votre analyse. Ayant passé 4 ans au Rwanda, il y a 27 ans, ayant suivi tout ce qui s'y est passé pendant ces 27 ans, vous nous direz ce que vous pensez de l'évolution actuelle du Rwanda, le développement économique, le développement de la démocratie, l'évolution des droits de l'homme dans ce pays, et j'en passe. Et je remercie nos téléspectateurs et je leur dis à très bientôt. Au revoir, monsieur l'ambassadeur. Au revoir, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Merci. Les habitants de mon pays
ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?